Bonsoir à tous, ça y est, on revient en direct pour le Marathon Cast avec l'équipe d'Upcast pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. On est très content d'être là, on va peut-être d'abord se présenter rapidement. Voilà, on est déjà très honoré d'être invité à cet événement Marathon Cast. On a un petit peu le stress de devoir passer après une scène qui a été aussi enflammée que pendant le quiz qu'on vient d'avoir grâce à la case rétro notamment. Voilà, nous on est un podcast qui parle de divertissement, principalement de films, de séries, de musique, de manga, d'animé et également un petit peu de jeux vidéo, hein, histoire de ne pas faire complètement des surprises complètement dingues en termes de sujets. On reste un petit peu dans les sujets que vous avez déjà pu entendre jusqu'à présent et on existe quand même depuis 6 ans. En fait d'ailleurs les gars, nos 6 ans ce mois-ci, hein, je ne sais pas si vous en souvenez, mais ça commence à faire. Voilà, comme je le disais, on est honoré d'être ici pour 1 heure avec vous, hein, avec le Marathon Cast. Donc on remercie, on tient à remercier marathoncast.fr. On voulait également remercier avant même de commencer déjà l'association Espoir Autisme 94 pour laquelle on va faire ce podcast et pour laquelle tous les podcasteurs que vous avez vus ce soir se sont bougés, se sont venus. Et puis bien sûr l'organisation, notamment Dr Nostal, hein, qui a géré beaucoup dans l'organisation. On voulait également le remercier pour nous avoir invités et également remercier, je le fais quand même, tous ceux qui ont déjà donné pour l'association. On est à 1118 € au début de ce podcast sur Marathoncast. N'hésitez pas à aller sur marathoncast.fr pour rajouter des petits dons. Même si c'est 1 €, même si c'est 2 €, même si c'est que 500 €, n'hésitez pas, c'est pas grave, on prend tout ce qui passe. Ça serait bien qu'on arrive à dépasser un peu plus, voilà, peut-être les 1150 €. Et voilà, tout de suite, il y a déjà un don de Johnny qui a bien compris le message. Hein. 10 €, je vois que j'ai la voix qui porte, c'est assez clair en termes de message, ça fait plaisir. Voilà, donc continuez, faites comme Johnny, n'hésitez pas, Johnny est un peu notre modèle, surtout qu'il y a plein de cadeaux à gagner. On va en parler juste après que je vous présente un peu le thème que nous on va aborder pendant 1 heure et les 3 co-animateurs qui sont à côté de moi. Donc le thème, ça va être de parler, nous, de 3 films de réalisateurs un peu confirmés ou en voie de confirmation qui ont un peu trébuché dans leur filmographie, voilà, et dont la perception d'une partie du grand public, voire de tout le grand public et des critiques, s'est un petit peu changée suite à une erreur de parcours avec un film compliqué. Ici ce soir, on va s'attaquer à l'indéfendable. On va s'attaquer, et c'est surtout nos 3 animateurs que vous voyez là qui vont s'attaquer à l'indéfendable ce soir. Avec d'abord, vous voyez tout au bout du canapé, Dimitri, notre community manager de l'espace, notre bisounours de la critique, qui a tellement un bon fond qu'il trouve toujours quelque chose de positif à dire sur ce qu'on s'inflige et dont la culture cinématographique sans faille ou presque lui permet de mettre sur le même plan le dernier film Avenger comme le premier film de la Hammer. Salut Dimitri. Salut tout le monde, merci pour cette petite présentation et je suis très honoré d'être comparé à un bisounours. À côté de moi justement, il y a également Yao qui est un dessinateur de talent dont l'érudition sans fin se manifeste par des références obscures et pointues aussi bien sur le ciné que sur la musique de Mariah Carey ou les comics, le tout en japonais. Sans pitié dans ses quiz mémorables, il peut enchaîner les avis définitifs sur nos passions d'un Osef aussi froid qu'implacable. On est donc impatient de l'entendre ce soir sur son film. Salut Yao. Salut tout le monde. Et enfin, Julien, qui va nous présenter également un petit peu les cadeaux qu'on va faire gagner ce soir. Je suis Monsieur Cadeau ce soir. Voilà, t'es un peu Monsieur Cadeau, tu révèles ton visage. Julien qui est présent depuis le numéro 1 hein, dans le podcast, spécialiste de la hipster attitude involontaire. Il peut aussi bien vous faire aimer un obscur groupe du Bhoutan qui n'a sorti qu'un OP sur une cassette audio que de défendre avec la plus mauvaise foi possible des films français naturalistes de 4h30. Mais j'en dis pas plus parce que sinon il risque de quitter le podcast. Salut Julien. Salut à tous. Voilà. On est bien accueillis là. Je remercie les gens qui nous ont accueillis. On est très bien accueillis. Notamment pour la bière. Ouais. Ça change du jus de pomme de la chez bière. Ça va, dis que t'es pas content de mon jus de pomme tout de suite, ça me fait pas très plaisir. Écoute, non, on est vraiment effectivement content d'être là. On est content d'avoir une organisation. Comme je le dis, n'hésitez pas à aller donner, voilà, à faire vos dons sur marathoncast.fr. Vous pouvez gagner plein de cadeaux qui ont amené tous les streamers et d'autres partenaires. Notamment, là, nous, on a ramené aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ramené, Greg? On a ramené un superbe amiibo peluche Yoshi. Voilà, superbe, hein, édition vraiment japonaise, encore sous blister. Voilà. Donc, magnifique. Grosse cote. Et on a amené quoi? Un jeu qui est cher à ton cœur, Greg. Mon jeu préféré de l'année. Astral Chain de Platinum Games. Donc ceux qui nous écoutent en ont déjà entendu parler, mais Greg ne l'a pas trop apprécié. Non. Alors c'est pas pour de mauvais goût. Contrairement à vous 3. Voilà, c'est pas pour ça que tu le donnes. Hein. C'est pas parce que tu veux t'en débarrasser que t'aimerais bien. Non. D'ailleurs, je te remercie, Greg, je me suis dit que ça pouvait plaire et je me suis dit que ça pouvait peut-être tenter quelqu'un qui du coup aurait envie de donner un petit peu plus à Marathon Cast. Pourquoi pas donner 15 € et essayer de gagner un jeu qui en vaut 40 du coup, hein, presque 40-60. Et surtout là, le gros cadeau, c'est quand même les 3 chefs-d'œuvre du cinéma. Alors
Je les montre quand même, on spoil un peu les. On montre un petit peu effectivement ceux dont on va parler ce soir. Alors on les voit ici, on voit en premier, je peux peut-être les citer, Chappie, qui sera sans doute défendu, enfin je pense, par Dimitri, je ne sais pas trop comment il va faire encore. La jeune fille de l'eau, peut-être aussi difficile. Je ne sais pas où est la caméra, pète le game si tu veux. Les si tu nous regardes. En tout cas, c'est La jeune fille de l'eau et également un 3e DVD, Miami Vice. En HD DVD, alors je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ont des lecteurs. Non, je pense pas. Ça va être difficile. Voilà, je ne sais pas. Mais c'est collector. Je rajoute également peut-être sur votre écran, si vous regardez en ce moment le live, peut-être vous voyez qu'il y a également un artbook officiel Square Enix Tomb Raider, l'art de la survie à gagner. Voilà, qui je crois est dédicacé. Je ne suis pas certain, ça doit être marqué de toute façon sur votre écran. On va, écoutez, je vous propose, les amis, de commencer peut-être par le plus difficile, j'ai envie de dire, je ne sais pas trop comment dire. En tout cas, par notre ami robotique Chappie. Dimitri, est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi ce film et puis ce que c'est quoi? Alors déjà, avant de commencer, je vois que Sin City dans les commentaires a marqué Chappie avec un petit smiley cœur. Oh merde. Je leur remercie. Ah merde, t'as déjà des défenseurs. Voilà. Ah c'est moche. C'est quand même étonnant parce que normalement on dit on garde toujours le meilleur pour la fin. Et là on Non, commence par le meilleur. Donc c'est bien, normal. c'est Ouais, normal. j'ai du mal à comprendre le concept. C'est bien mais pour ça que t'es en premier, t'inquiète pas. Hein, on a bien réfléchi le truc. Donc mon choix c'est Chappie. Donc c'est un film qui est sorti en 2015 et qui est réalisé par Neil Blomkamp. Alors Neil Blomkamp, c'est un de mes réalisateurs préférés de ces dernières années, on va dire, qui a émergé et qui s'est fait un nom au cours de cette dernière décennie. Alors je vais vous raconter, je vais vous lire le pitch du film que j'ai trouvé sur notre partenaire Allociné. Ah, on a le droit de faire cette blague aujourd'hui. Partenaire officieux. sais, attention, je suis pas sûr qu'il soit partenaire du Marathon Cast. C'est officiel, hein, tu peux pas trop faire des blagues sur. Et du coup, celui qui a fait ce petit résumé, je sais pas s'il a vraiment vu le film, parce que je trouve qu'il est un peu à côté de la plaque. Tant qu'il ait le courage de rester jusqu'à la fin. Donc, alors, dans un futur proche, la population opprimée par une police entièrement robotisée commence à se rebeller. Chappie, l'un de ces droïdes policiers, est kidnappé. Reprogrammé, il devient le premier robot capable de penser et ressentir par lui-même. Mais des forces puissantes, destructrices, considèrent Chappie comme un danger pour l'humanité et l'ordre établi. Elles vont tout faire pour maintenir le statu quo et s'assurer qu'il soit le premier et le dernier de son espèce. Ah ouais, ça parle pas beaucoup de mulets pour l'instant, j'ai remarqué. C'est déjà, ça rate des choses. Intéressant ce résumé, effectivement assez loin du film. Ouais, oui, je disais, je pense pas qu'il ait vu le film, mais bon. Alors, pourquoi j'ai aimé Chappie ? Alors, pour moi, Blomkamp, il filme la science-fiction comme jamais, quoi, avec vraiment beaucoup de passion. Que ça soit pour Chappie ou ses autres films. Et donc, ouais, il arrive quand même bien à filmer, que ce soit des robots, des aliens, des monstres dans ses courts-métrages, et toujours avec un petit aspect un peu cracra, quoi, qui est vraiment pas mal. Au niveau de ses influences, je trouve qu'on retrouve un peu du Verhoeven, du Ridley Scott, des animés japonais. Tu parles de Chappie là toujours. Hein. Ouais. Je préfère être sûr. D'ailleurs, Neil Blomkamp a avoué avoir été grandement inspiré par le robot du manga Appleseed de Masamune Shirow pour réaliser le design de son robot. Déjà par rapport à son court-métrage sur Chappie et ensuite sur le film. Il est aussi inspiré grandement par le jeu vidéo, et d'ailleurs c'est un gros fan de Halo, et un de ses rêves ça serait de réaliser un film Halo, mais bon, pour l'instant il n'a pas trop de chance, comme il n'a pas non plus de chance avec Alien 5 et Robocop. De chance ou de talent? Il avait bien démarré. Il y a démarré. Ça c'est une question de point de vue. Il avait bien démarré quand même. Sinon j'aime aussi le film pour le talent de Charlton Copley, donc c'est son acteur phare qui a joué dans ces 3 films. Ce mec, je trouve, il est vraiment bourré de talent. Il peut te faire marrer, ou il peut vraiment aussi te faire flipper, comme dans Elysium où il tient le rôle du méchant. Et là, je trouve qu'il arrive vraiment à rendre vivant et attachant Chappie, quoi. Et personnellement, moi, cet acteur-là, j'aimerais vraiment le voir dans plein d'autres films. Mais je trouve qu'il a pas trop la carrière qu'il mérite pour l'instant. Ça, c'est assez vrai pour le coup. C'est assez vrai. Alors ça va être plus décrié, mais j'aime aussi énormément le duo de Die Antwoord. Les potes de Greg. Oh mon Dieu, gênance absolue. Alors je suis d'accord, ils peuvent un peu rebuter. Mais bon, si on est habitué à leur univers et leurs clips, je trouve que ça passe vraiment bien. Alors oui, c'est de mauvais goût.
Mais bon, qui a dit qu'il fallait absolument que tous les films soient de bon goût, quoi. Et donc voilà, moi ça me dérange absolument pas. Attends, donc c'est ça ta défense du film, c'est de mauvais goût, mais il faut pas que forcément que tout soit de bon goût. Ah, le mauvais goût, ça peut être bien aussi, quoi. Ouais. Et je trouve que l'interaction entre le groupe et Chappie marche hyper bien. En plus, ils sont bien impliqués. Par exemple, pour décorer le repère de Ninja et Yolandi, les décorateurs ont fait appel au style des deux chanteurs. Et ils commentent aussi, ils ont dit que Ninja et Yolandi nous ont aidés en décorant l'endroit avec leurs propres œuvres et leur style unique. Issus de leurs clips vidéo, ils sont vraiment appropriés l'espace. D'accord, donc les armes par exemple de couleur fluo, c'est également... Ça, tu peux les retrouver dans certains de leurs clips. C'est également à cause d'eux, quoi. Ouais, je t'ai dit, tu peux les retrouver dans certains de leurs clips, ces armes fluo. Mais donc ça veut dire que le réalisateur, il était fan de ce groupe-là, de Giant World, là, je sais pas comment ça s'appelle. Comment tu dis que ça s'appelle? Diant Wort. Je sais pas. Di Brasvoort. Je pense qu'il aime beaucoup l'univers du groupe, on va dire. Ah, c'est toujours un passage délicat, hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous deux, mais du passage de voilà, chanteur à acteur, c'est pas toujours quelque chose de simple. Hein. En même temps, ils ont une certaine image et comment dire, on aime ou on n'aime pas, mais ils laissent pas indifférent. Non, c'est vrai. Sinon, j'aime aussi beaucoup Hugh Jackman en méchant. Ah, le mulet de short. Voilà, un rôle à contre-emploi qui lui va super bien. Il ressemble un peu à Cadmerade quand même. C'est vrai qu'il ressemble à Cadmerade. Je sais pas si c'est Cad, si vous regardez le Marathon Cast, c'est pas forcément une critique, hein, elle est là la caméra, désolé Cad. Mais en tout cas, voilà, il y a une petite ressemblance avec Hugh Jackman. Je pense que Cadmerade qui nous regarde doit être très content de l'apprendre, pour le coup. Non, mais bon, voilà, son mulet est quand même du plus bel effet. Et je trouve qu'il est quand même bien badass. Moi, j'adore la scène où il menace Dev Patel à son bureau. Tu sens bien qu'il est pas là pour déconner. Et je trouve que ça crée une certaine tension. Il est pas là pour déconner. Et sinon, pour finir, je trouve que c'est une histoire simple mais efficace. Une espèce de conte moderne et décalé. C'est d'ailleurs peut-être ça qui a peut-être déçu le fait que le film a un peu le cul entre deux chaises, entre le film de science-fiction un peu trash et le film un peu plus enfantin. Pour Neil Blomkamp, Chappie, c'est en quelque sorte un mélange entre Robocop pour l'action et les robots et E.T. pour la créature incomprise par les hommes en version comique. C'est lui la créature incomprise par les hommes, je crois. Enfin, dans tous les cas, même si rien ne vaut son premier film, District 9 pour moi, Blomkamp, je trouve que voilà, il cherche toujours à faire des choses un peu différentes et je trouve que c'est toujours intéressant. Donc voilà, malgré le cas, je trouve quand même que je veux bien accorder, on va dire que pour ces deux derniers films, les scénarios sont pas des plus complexes, mais bon, je trouve que ça reste quand même efficace. Et je suis dégoûté de pas le voir sur Alien ou Robocop. Ouais, mais je pense qu'avec Chappie déjà, on en a eu assez. C'est pas mal qu'il passe à autre chose. Julien, il y a Sin City qui nous disait que justement, ils étaient déjà acteurs dans tous leurs clips d'Alien World. Ah, acteurs eux-mêmes, ils jouaient un rôle, tu veux dire, dans leurs clips, ils jouaient pas forcément eux-mêmes, quoi. Ça explique un si bon jeu, notamment de Ninja. Non, écoute, moi je trouve que c'est un film un peu problématique au niveau esthétique. Mais en fait, je déteste pas le film. Je trouve qu'il a une espèce d'aura un peu de sympathie. En fait, moi je m'étais quand même noté des petits trucs que j'avais quand même bien aimé. Je me suis dit, faut quand même faire plaisir à Dim. Et je trouve que la première heure, quand même, est assez réussie. Tu sauves une heure entière du film. Une heure entière. Et je me disais, en fait, t'avais pas de cœur, Greg. Non, j'ai pas de cœur, mais tu vois, j'en suis quand même pas à moi choisir d'offrir Chappie à quelqu'un. Je pense que tu vas faire dégringoler le compteur avec tes conneries. Quand à un moment il se fait molester par la racaille sud-africaine, est-ce que t'as pas été un peu là à dire putain, c'est quand même triste pour lui, quoi. Je me suis surtout dit, c'est quoi ces clichés de racaille sud-africaine, un peu comme quand ils arrivent au tout début avec le mec qui est torse nu, ultra baraqué avec ces espèces de trucs sur la tête là. C'est quoi ce style complètement nul, sud-africain. Et un don de Happy Taxidermy qui fait 15 €, ça fait plaisir. Merci Happy Taxidermy. Chappie, tu vois. 1143 €, ça c'est cool, ça fait plaisir et ça c'est grâce à Chappie. Donc finalement je commence un peu à apprécier ce film. Attention, continuez pas parce que sinon je vais devoir en dire du bien. Hein. Non mais tu sais quand il joue les racailles là, quand il est un peu comme ça. Non mais arrête, le moment où il vise la bouteille là, oui. Pourquoi tu vises comme ça? Tu vises normalement en fait. Arrête de faire semblant d'être un rebelle. Robo Gangsta number one. Est-ce qu'on peut parler de la voix de Chappie aussi qui est très problématique, cette espèce de voix aiguë. Non mais c'est affreux, c'est impossible. J'avais envie d'éteindre ma télé. Il fait partie des minorités. Il fait partie des minorités, Chappie, quoi. Mais alors qu'au début, il a une voix de robot un peu sérieuse et tout. Mais il est en programme, entre guillemets. Ouais, mais après, ils lui apprennent, parce que c'est quand même, il apprend quand même assez rapidement. Il développe sa conscience, et donc voilà, il impose son style. Il impose sa voix de Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté un peu, tu sais, film familial des années 90, un peu à la Terminator 2, quand on en parlait la dernière fois. Alors, un peu grand public.
Et en même temps, parce qu'il aborde des thèmes de SF quand même un peu complexes, un peu pas tellement, c'est ce que disait d'ailleurs Sin City, qui a l'air d'être un gros fan du film, que c'était pas très consensuel. Et je suis assez d'accord sur la première heure. Après, ça retombe un peu sur ses pattes. C'est pas un peu trop naïf presque cette première heure justement. C'est un peu ridicule quoi. Ah mais il y a plein de films comme ça, tu vois. Il y a des films comme E.T. c'était assez naïf. Alors qu'on est un petit peu dérangé par un. Je sais pas si on l'entend dans la musique des Double Dragons. C'est juste parce qu'on est surpris de l'entendre. Elle est bien quand même. Elle est pas mal. On va continuer sans la musique des Double Dragons. Non, je trouve que la première heure elle fonctionne bien. Alors à partir de quel moment tu t'es dit ça devient à partir du moment où ça problématique. retombe un peu sur ses pattes, où ça devient un peu une sorte de blockbuster classique avec un affrontement entre, tu vois, où tu vois un peu le masque des personnages tombe quoi. Ouais. Et là ça devient un peu moins intéressant et surtout je trouve qu'il rate un peu la fable philosophique. C'est-à-dire ce côté tu fais d'un loup un agneau, d'un agneau d'un loup, c'est pas hyper Qu'est-ce réussi. qui est inné, qu'est-ce qui est, qui pose des vrais dilemmes philosophiques, n'est le Blomkamp là finalement. Mais bon. Et je trouve qu'il avait la même naïveté, je trouve, dans Elysium aussi, qui était un film très manichéen, enfin un peu moins dans District 9. Après, il a toujours ce côté, tu sais, un peu documentaire où tu sais, enfin, il faisait beaucoup ça dans District 9 où tu avais l'impression que c'était T'as l'impression que c'est filmé d'ailleurs avec une caméra, à l'épaule, etc. Ouais. Dans District Et 9. presque Moins dans le Chappie. Alors un peu moins, mais il y a quand même, tu sais, quand ils interrogent des gens sur Chappie, t'as un côté un peu esthétique, journal télévisé. C'est vrai. Que je trouve plutôt intéressant. C'est un peu sa marque de fabrique, vraiment, qui dans District 9 il était. Après, est-ce que ça suffit à en faire un bon réalisateur? Tu vois, je me pose toujours la question à me dire, est-ce que District 9 n'était pas l'exception de sa carrière pour l'instant en fait? Parce que Chappie est quand même. Je sais pas où en sont les messages, je vois qu'il y a des choses qui s'affichent. Julien, si tu as des commentaires à faire par rapport à cela, mais j'ai quand même pas mal de mal par rapport à cet esprit un peu naïf et ridicule en fait que donne le robot. Tu vas pas me dire que t'as aimé aussi, Yao, quand même. Bah, je sais pas, j'y vais ou je te laisse. Ah, vas-y. Non, vas-y. Bah, en fait, de la première vision, j'ai trouvé ça pourri. À chier. Parce que, comme vous, District 9, ça a été une très bonne surprise. Après, Elysium, ça a été très, très problématique. Donc, du coup, j'ai laissé on va dire une seconde chance plutôt, notamment grâce au design, comme tu disais, Dim, par rapport à Shiro Masumune. Donc j'avais un peu d'espoir, surtout qu'au niveau formel et technique, ces films sont assez balèzes, quoi, bien foutus, je trouve. Donc du coup, la première vision, j'ai détesté, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde, c'est impossible, comme tu disais, avec les accents, là, c'est risible, c'est puis les clichés, faux, tout les ça, faux gangsters, là, les puis deux surtout, Hugh Jackman avec le mulet, c'est improbable. Et t'avais le héros pareil que je trouve. D'ailleurs, tu l'as pas cité, le héros qui jouait dans Avatar et dans Slumdog Millionnaire. Il est pas mal, lui, il est bien, lui. Ouais, après, je l'ai trouvé un peu. Pareil, un peu cliché, trop cliché. Bon, on en a parlé des deux, là, Ninja et sa compagne. Yolande, je trouve qu'on en a pas passé, on en a pas assez parlé. Alors, c'est surtout lui qui la coupe de cheveux de Yolande, machin, là, je sais pas quoi. Ninja, il a la classe quand même. Ninja avec cette espèce de dents pourries, là, non mais ça va pas. Il y avait rien à sauver. Et lors de la deuxième diffusion, enfin du deuxième visionnage, je sais pas pourquoi, peut-être le fait d'être papa entre temps, chier, salaud. je sais pas. Et puis surtout que j'ai vu, la première fois j'ai vu en VO, la deuxième fois j'ai vu en VF, donc avec je vous épargne les wesh et tout, c'est wesh ma gueule. Bref. En VF c'est comme ça. Ouais. C'est comme en VO quoi. Et je me suis pris à trouver pas le film si dégueu que ça en fait. Je me suis dit de toute façon de base il est pas terrible, alors j'ai regardé sans déplaisir, tu vois, j'ai plus vu ça comme une sorte de nanar, tu vois. En fait, en partant en te disant ça va être vraiment difficile et ça va être une vraie douleur là pendant 2 heures, tu t'es dit finalement ça va. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques fulgurances, notamment quand il se fait maltraiter ou son rapport avec justement avec le couple de Raka, j'ai trouvé ça un peu touchant par moment. J'ai trouvé ça touchant, le fait de Chappie, il évolue, tu vois, il découvre la tristesse. Très honnêtement, j'arrive même pas à savoir si vous jouez un rôle ce soir. Si tout ça n'est pas une vaste blague, il va y avoir machin, Philippe Bouvard, là, je sais pas quoi, qui va sortir avec sa caméra cachée, là, le Marcel Béliveau. Marcel Béliveau. Grégoire, c'est ton, t'as bien vu. Personne n'aime ce film, c'est une merde. Et comme disait Dim, j'ai rejoint Dim en fait dans le côté Robocop cross E.T. parce que c'est un peu le robot de Hugh Jackman, c'est un peu D209 face à Chappie qui est un peu une sorte de Murphy, tu vois, mais Murphy il est pas aussi naïf quoi. Non mais par rapport, tu sais, quand il est reprogrammé avec la compote, et ça. Enfin bref, j'ai trouvé ça quand même assez touchant, mais après au final c'est toujours un film, c'est pas terrible quoi, mais bon, j'ai trouvé ça très catastrophique par rapport à d'autres films. C'est vous qui avez pas assez, moi j'ai peut-être pas assez. J'ai évolué en revoyant le film. Vous avez pas assez de couilles pour oser dire voilà la grosse bouse que c'est ce film, donc je suis extrêmement déçu. Bon bien sûr je rigole, vous avez bien sûr le droit d'aimer ce film, mais c'est vrai que. Tu n'as pas de cœur, Grégoire. C'est vrai, j'ai pas de cœur, mais c'est un film particulièrement compliqué quand même.
peut-être que c'est ça qui me plaît pas, c'est simplement qu'il y a un parti pris et que c'est rare et que le parti pris est trop fort et peut-être qu'on peut le voir comme ça, vous voyez, peut-être les dons commencent à me faire changer d'avis un petit peu. Donc je commence à me dire, ouais, peut-être qu'en fait, les gens veulent le gagner, je pense que les gens veulent le revoir. Les gens vont se battre pour essayer d'avoir un Chappie, mais je pense qu'effectivement Chappie, ça fait plaisir, voilà, en tout cas ça fait plaisir d'en discuter parce que le film a un peu été oublié, tout comme son réalisateur maintenant qui fait plus grand chose finalement. Donc, en voilà. plus le film s'est quand même fait vraiment casser. Alors après c'est le principe qu'on a choisi pour cette émission, c'est vraiment de prendre des films qui sont à moins 50% sur Rotten Tomatoes. Voilà. Donc là je sais plus à combien il est, excuse-moi. Est-ce que tu sais Dim s'il a vraiment en termes de recettes il est rentré dans ses frais ou il est vraiment perdu? Alors ça je sais pas du tout au niveau du box-office ce qu'il a donné, je sais que ça n'a pas été un très grand succès. C'était intéressant de savoir aussi par rapport au film dont on va parler. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent comme Chappie maintenant, tu vois, genre tu les rencontres dans la rue, ils te... Non, malheureusement, c'est pas devenu un phénomène culturel. Mais d'ailleurs, pourtant j'aimerais bien. Mais... T'as pas adopté le style de ninja, je trouve, en termes de coiffure, de gueule de con, de tatouage. Pour l'édition de l'année prochaine, si on est encore invité, je tenterai le style de ninja. Je propose qu'on passe bientôt au deuxième film, celui de Yao. Juste avant, je rappelle toujours qu'il y a des cadeaux incroyables à gagner pendant ce marathon cast en ce moment. Dont Chappie dont on vient de parler. Là, on va aborder La Jeune Fille de l'eau. Je rappelle l'artbook officiel Square Enix Tomb Raider. Et je rappelle également l'amiibo Yoshi et Astral Chain sur Switch qui sont à gagner si vous faites un don de plus de 15 €. Vous participez à la cagnotte et éventuellement vous pouvez gagner un de ces superbes cadeaux. Yao, j'ai envie de te dire, toi, tu as choisi un autre film d'un réalisateur également qui était prometteur à ce moment-là, même très prometteur, et qui n'a pas rencontré son public tout à fait, ni la critique. Ouais, donc là je vais parler de La Jeune Fille de l'eau, ou Lady in the Water. Donc c'est le 5e film de Night Shyamalan, si je ne me trompe pas. Donc on connaît tous avec Le Sixième Sens, après Unbreakable, Incassable, après le 3e qui était Signe, après le 4e Le Village, et le 5e La Jeune Fille de l'eau. Il veut récupérer le film. Non, c'est ça, je regarde en même temps que tu nous présentes. Et donc, en fait, moi, j'ai tout de suite accroché à son cinéma, notamment Le Sixième Sens avec son twist qui était assez renversant à l'époque. Attention, on spoil, on n'a pas tous ces autres films, ça a été un peu le même schéma, il y avait toujours une sorte de twist à la fin. Sauf celui-là qui brise un peu ce schéma et qui est quand même un peu plus universel et plus, je dirais, optimiste et plus positif. Donc, je commence avec le synopsis. Je sais que... Raconte-nous l'histoire, parce qu'apparemment, il y en a une. Ah ouais. Ça va permettre de la comprendre. Et d'ailleurs, juste avant de... ne parle pas trop, Julien. Tout à l'heure. Voilà. Juste avant de donner le synopsis, ce qu'il faut savoir, le scénario, vu que tu parles de son scénario, c'est un conte inventé par Shyamalan lui-même. D'accord. C'est vrai qu'en général, il écrit souvent ses films, Shyamalan, d'ailleurs. Ouais, c'est un conte qu'il a imaginé pour ses propres enfants. En fait. Le film est né d'une simple question lancée par le réalisateur à ses deux filles. Saviez-vous que quelqu'un vit sous notre piscine ? À partir de là, le récit s'est transformé en véritable odyssée. Il y avait quelque chose dans cette histoire qui me donnait envie de la raconter chaque nuit et de la prolonger. Une fois que j'en ai eu fini, mes filles et moi continuons de parler des personnages. C'est un récit qui a une étrange résonance dans notre famille. Donc voilà, suite à ça, donc le synopsis du film, c'est un gardien d'immeuble nommé Cleveland Heap découvre un jour une femme dans la piscine de sa résidence qui dit être poursuivie par des créatures maléfiques qui veulent l'empêcher de rejoindre son monde bleu. Et cette nymphe, ça s'appelle la Narf dans le film. Je te vois rigoler. Ce synopsis. Donc pour eux, j'ai découvert une femme dans ma piscine. Tu sais, ça ressemble à une espèce de défense d'un mec qui aurait agressé sexuellement. Donc celle-ci était dans ma piscine. L'entrée de son monde parallèle est tout au fond de la piscine, mais malheureusement, l'accès est fermé. Donc pour l'ouvrir, il faut décrypter une série de codes, et Cleveland va donc faire tout son possible pour réussir. Alors, je précise que tu as un grand fan, Yao, c'est Pipo, qui dit j'ai adoré La Jeune Fille de l'eau en cap. Il a mis ça en cap, donc là ça veut dire que qu'il a vraiment 150% avec toi, Yao. Salut Pipo. Écoute, si tu veux défendre ce film, un petit don pour le gagner. Il a déjà donné Pipo, je crois. Au cast, on retrouve Paul Giamatti, un acteur assez quand même. D'ailleurs, j'ai un peu perdu de vue au cinéma, je trouve, mais moi j'ai vu dans l'excellent film La Planète des Singes que j'aurais pu citer. Je regarde qui jouait Cornelius. Non, on va pas parler de ça. Il a surtout joué dans Sideways. Non, c'est Sideways. C'est ça, Sideways ou sur un film sur le vin là. Ouais, tout à fait. Ça nous parle ça. C'est un peu le. Ça te parle. On connaît tous. Le vin. Le vin, c'est il y avait aussi la nymphe qui est interprétée par Bryce Dallas Howard qui a déjà joué dans Le Village avant, et notamment ses derniers films. Bon, après moi j'adhère pas trop. C'est les deux derniers Jurassic Park. Donc Jurassic World et je sais plus comment il s'appelle, Fallen Kingdom le deuxième. Un ça m'a suffi donc voilà.
Et après, voilà. Après, au casque, on retrouve aussi Monsieur Night Shyamalan qui peut être un peu problématique pour celui-là, on va dire. Il a un rôle important. Ouais, il a un rôle important. on le voit Après, il y a beaucoup. d'autres réalisateurs aussi qui se mettent dans leurs films, et c'est pas pour autant qu'on les trouve si mauvais que ça. Non, Non, il y a il d'autres bosse. problèmes, hein, t'inquiète pas. hein. Donc, alors, après. Celui-là, je crois que j'ai pas revu depuis le cinéma en fait. Celui-là, j'ai vu en salle, et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur en sortant du film, ça m'a touché. Donc, alors, après plus de 10 ans, comment reste-t-il? Eh ben, oui, j'aime toujours, mais avec plus ou moins des réserves. Ah, quand c'est même. difficile de le défendre en fait. Ah là ce là, film, hein, déjà, la jeune il fille de l'eau. canarde le Mais concept non, du j'ai dit, podcast. j'ai des réserves, mais Direct. ça reste quand même un bon film. Nuance. J'ai Alors, vu parce que quelque chose qui me dérange. Sur Rotten Tomatoes, je crois que c'est le plus mauvais des trois qu'on C'est a le choisi. plus mal Je crois noté, qu'il est ouais. à 11 ou 13% de. Il me semble aussi sur IMDb d'ailleurs. hein, Alors que sachant c'est le plus que- mal noté des trois. L'année de sortie du film, c'est 2006. Il y a un autre film dont tu vas parler qui est sorti en 2006 qui est plus mauvais, je pense. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure. On parlera tout à l'heure, mais en termes de notes, en termes de notation, c'est. C'est celui qui a recueilli des trois films qu'on présente ce soir, qui a recueilli le moins de bonnes notes. Et néanmoins, vous pouvez le gagner. sur Donc, comme Marathon je disais, Cast. c'est un compte, faire Je sais pas si plaisir. notre concept est très solide. c'est un compte créé pour ses filles et je trouve que ce conte de fées, ancré dans un environnement quotidien, fonctionne toujours aussi bien en fait. Mettre en place tous ces personnages un peu lambda, je dirais un peu mis de côté dans la société, parce que je trouvais ça assez avant-gardiste, peut-être pas quand même, mais je trouvais ça assez original. T'as la sorte de famille de latino, t'as les asiatiques d'un côté, t'as les junkies, non, les hipsters, hippies façon Julien d'un côté. Tu parles les mecs qui passent leur temps à fumer. Moi, je dis, putain, mais arrête, putain. Mais... Il y a rien qui ressemble moins à Julien que ça, je crois. Et voilà, donc les voir réunis pour des stories, moi j'ai trouvé ça très intéressant et que ça marchait. Ça faisait une sorte de jeu de rôle aussi où il faut trouver le bon personnage avec les bonnes capacités pour aider justement cette nymphe à. Ouais, si t'as pas dit qu'elle s'appelait Story. Ouais, ça Ah oui, s'appelle Story. attention. Est-ce que vous avez La compris finesse. Est-ce que vous avez Story, compris hein. ou pas Et elle cherche quelqu'un qui est écrivain. Ça... Oh, c'est fou. Est-ce Donc, que ça ouais. voulait dire qu'il cherchait l'inspiration dans ce film putain. Peut-être. Et j'ai bien aimé aussi le rôle de Paul Jack Giamatti que je trouvais. Enfin, il y en a qui trouvent qu'il surjoue un peu, mais je trouvais qu'il jouait bien. Il est bègue dans son rôle, il joue un bègue, mais en présence de Story. Il est plus bègue. Il est plus Ouais, il est bègue. plus bègue. Donc, On comprend. il se relève. tout. Et en Ouais, fait, c'est pas très clair ça aussi. C'est parce qu'elle a des super pouvoirs. mais à l'époque, j'avais pas compris aussi ce personnage. Il a un background intéressant. Il a subi des épreuves personnelles assez dures et grâce à la rencontre de cette fille, il va pouvoir trouver un but à sa vie. Et Tu veux pas spoiler, c'est ça? Tu veux que je savais qu'on pouvait Ah, spoiler. si, on spoil. hein. Ah non, mais tu veux parce qu'il a perdu sa femme, Oui, sa bah, famille. Enfin, Oui, c'est ça. Ah mais c'est un peu tragique quoi. Oui, c'est tragique, mais Mais quand tu te le présentes, tu trouves pas ça tellement tragique en fait. dans Non, le ça film. va, ouais. Puis tu sens que ça a été un peu écrit pour rajouter un truc. Non, ouais, mais à l'époque, intéressant. j'avais Ils pas insistent comme ça. pas trop là-dessus. je Non, trouve. c'est Ouais, vrai. non, c'est c'est très bien. Et donc, oui, il y a un côté certes naïf. Je vous l'accorde. Donc, toi, t'as pas de cœur. Donc, Non, mais si, non, mais c'est pas ça qui pose le problème. je sais Donc, pas si- s'entraider pour débloquer une situation, voilà, t'as pas de cœur, ça te parle pas, toi. Tout Mais est noir si, avec ça toi, me tout est parle. cynique. Et c'est vrai que c'est mieux. Et donc, ouais, après, mes réserves par rapport à ça, c'était vraiment le rôle de Shyamalan que je trouvais un peu trop facile dans l'écriture, enfin, le parabole de rôle de l'écrivain. Ce qui est marrant, c'est qu'il se donne un peu le rôle du mec qui va Ouais. influencer Ouais, le voilà. monde dans 100 ans, etc. Le mec a des chevilles, mais comme as, quoi. Et je trouve ça super étonnant de sa part qu'il assume autant. Oh, je pense que je vais prendre le rôle de l'écrivain génie, incompris, qui sera dans 200 ans un espèce d'inspiration pour le monde entier, pour la paix dans le monde. T'es là, genre, mais ça va ton ego ou quoi? Qu'est-ce qui se Il y avait passe? ça, et il y a aussi le personnage. Il faut savoir que c'est une sorte d'immeuble un peu motel avec donc la piscine au centre. Un peu et puis Melrose dans le Place. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Ah très ouais, Melrose carrément, Place. Et lui, il habite dans son cabanon à l'écart. Et il y a un personnage qui arrive au tout début du film, c'est un critique. Bon, c'est un peu le critique facile, la cible à abattre. Mais ouais. Voilà. Donc on voit sa réponse à sa Mauvaise idée, Ouais. Night Shyamalan. Ouais, d'avoir parce bien que- critique, C'est là. c'est un peu cliché et trop facile, je trouve. Ah, sent surtout qu'il qu'après a- tu te fais détruire par la critique. C'est ça. Donc après, si on parle au niveau de la réalisation, moi j'ai trouvé que sa mise en scène était très minimaliste et qui prenait le temps de développer surtout les personnages. Et c'est ça que j'ai trouvé ça très agréable. Et la scène finale, pour moi, elle est de toute beauté. Et même 10 ans après, j'ai versé ma petite larme avec tous ces déferlements de créatures surnaturelles qui arrivent, notamment Ouais. les cadrages avec le loup, enfin le grunt. Ouais, les Et grunts, les les espèces. tartudiques, C'est les- les tapis qui marchent là, les grunts? C'est Ouais, ça? au début, le tu- grunt. Ah, C'est c'est des une bonne loups. idée ça. Et hein. après, les tartes, tu te dis que c'est des hommes arbres qui arrivent après. Et avec Les l'aigle. singes là. Ouais, les singes, Ah pardon, ouais. les singes, arbres. Et Ah, ils sont l'aigle bien. là, qui arrive à la fin avec ce plan qui emporte Story dans le reflet de la piscine, j'ai adoré.
Donc voilà pour moi. Donc Voilà un avis, avoir revu 10 ans après, j'ai mes réserves, mais je trouve quand même que c'est un réserve, film. mais l'émotion a fini par l'emporter. Ouais, mal aimé de Shyamalan, je comprends pas pourquoi. Mais d'ailleurs, j'ai remarqué, t'es malin parce que t'as pas envie qu'on le défonce trop. T'as commencé le truc en disant, oh, il l'a écrit pour ses filles. En discutant, t'essayes de jouer sur notre corde sensible pour qu'on soit un peu trop moins les dur. aimer ces filles, je pense. Je pense qu'il les a abandonnés sur une aire d'autoroute entre temps, apparemment partant en grandes vacances. Et je comprends mieux parce que franchement, Dim, toi, Attends, juste avant de vous dire, je finis quand même une petite information. Donc le score, c'est quand même James Newton Howard, quand même un grand de la BO. Il a fait notamment Collatéral, donc tu devrais aimer, Julien. Non, mais comme quoi, on a tous des Dark Knight et King Kong en des fins de mois difficiles. Il y a tous des moments où en termes de budget, il a coûté 70 millions de dollars moins cher qu'un certain film et on les voit à l'écran comparé à l'autre. Bon bref, et donc du coup pour les recettes c'est un peu en dessous, il a fait 40 millions aux US. Attends, il a coûté 70 millions et il a rapporté 40, 40 millions aux US. Donc c'est vraiment un gros flop, problème. surtout qu'avant ces 4 films c'était vraiment des gros The Village avait bien marché. Et dans le monde entier il a rapporté 72 millions. Donc voilà. Il est rentré dans ses frais. Il est rentré dans ses frais. Et tu devrais être content, il a été nommé au Razzie Award 2007 pour le... Non, même pas nommé, il a eu comme récompense pire second rôle masculin pour Monsieur Night Shyamalan. Ah ouais, merde. Et pire réalisateur pour Monsieur Night Shyamalan. Il voulait se le payer quand même là. Ah, c'est sympa ça. Écoute, peut-être. Donc voilà, je vous laisse défoncer le film. Allez. Pipo doit être un peu déçu de savoir peut-être que le film a gagné 2 Razzie Awards, donc les prix des plus mauvais films, des plus mauvaises réalisations. On encore la même année, un autre film est sorti qui était. On en parlera après de ce deuxième film. Moi, j'aimerais bien déjà avoir peut-être l'avis. Je vous l'ai dit au début du podcast, au début de notre podcast, en tout cas de notre intervention, que Dimitri était le bisounours de la critique, qui trouvait du bon à dire dans quasiment tous les films. C'est d'ailleurs, on l'a vu quand il a défendu Chappie, parce que c'était pratiquement indéfendable, et il a presque réussi. Et là, j'ai envie de te dire, Dimitri, qu'est-ce que tu as pensé de la jeune fille de l'eau? Bah écoute, le bisounours va peut-être se transformer en grizzly. Non, bah pour moi, c'est un peu le film du déclin pour Shyamalan. J'ai un minimum de sympathie pour le concept et son obsession d'apporter du fantastique au quotidien et on va dire à la banalité, mais là je trouve que rien ne marche. Moi je me suis un peu ennuyé, un peu beaucoup même. C'est un film choral où les persos sont au mieux inintéressants, par exemple les fumeurs de joint ou le personnage de Jeffrey Wright. Mais qu'est-ce qu'ils font dans le film concrètement? Je sais pas, ils sont là, ils fument. Non mais ils sont là, et puis en plus au début on croit qu'ils vont avoir un rôle là comme étant les machins qui vont sauver. Justement, c'est ça qui est intéressant. Non mais justement, sur une piste. Ça c'est un gros problème de ce film, c'est qu'ils vont dans un sens. Et après ils font ah non c'était pas ça. Et puis du coup on revient en arrière et puis en fait on se dit mais attends du coup il s'est passé 3 quarts d'heure pour rien là concrètement dans le film. Enfin c'est très... Enfin les mais excuse-moi je te laisse continuer. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup de personnages qui sont même très agaçants. Par exemple le mec à moitié bodybuildé. Ah mais alors, mais il est excellent Freddy. C'est le mec qui était dans Six Feet Under. Ah d'accord, ça je le connaissais pas cet acteur, mais j'adore ce personnage. Il a un rôle essentiel à la fin, c'est quand même le gardien mine de rien. C'est vrai, le gardien qui permet de tenir Grunt. Ensuite, Paul Giamatti, c'est pas de sa faute, mais il est pas mauvais acteur, mais moi je sais pas, j'ai trop du mal avec lui. En général, tu veux dire? Ouais, j'aime pas du tout cet acteur. Je trouve qu'il a un peu une tête à traîner dans les PMU, les petits paumés de Meuse. Et du coup, je trouve que ça me sort du film, laisse tomber quoi. Je trouve c'est pas trop compréhensible pour ma part. Bon, après, moi aussi j'ai eu un petit souci parce que je l'ai regardé sur Amazon Prime et j'avais des sous-titres minuscules, donc ça m'a un peu gonflé. Et j'avoue que ça m'a encore plus sorti du film et j'ai un peu du mal à le comprendre, on va dire. C'est la vision d'artiste de Shyamalan. Et d'habitude, j'aime bien la réalisation de Shyamalan. Je suis pas le plus sensible à la réalisation, mais je trouvais qu'il arrive toujours bien à transmettre des idées par la réalisation, par exemple comme dans Sixième Sens ou Incassable, mais là je trouve qu'il n'y a rien du tout quoi. Même le plan final. Pour moi c'est un film de 2004, mais on a l'impression que c'est un 2006. peu... 2006, ouais. 2006 pardon. Mais on a plus l'impression que c'est un peu une série allemande diffusée sur RTL 9. Putain, t'es dur. Et tu dis ça en ayant défendu Chappie? Oui, et j'assume. Et pour moi, le seul bon point, c'est la présence de Bryce Dallas Howard qui illumine le film. Ça y est, on te met une rousse, il est à fond. Lui. Un film avec Bryce sera toujours mieux qu'un film sans Bryce. Et ouais, il y a quelqu'un qui réagit, c'est alors Afroman, donc c'est Afroman 21, qui dit c'est un film bouche-trou dont on ne sait pas où on allait et il fallait mieux recentrer sur un trio. Et je suis assez d'accord en fait. Complètement. Je pense qu'il a bien résumé l'idée effectivement de ce côté très gênant d'avoir tout un film dont plus de la moitié finalement est consacré à essayer donc de comprendre les rôles de chacun et où il se trompe. Et bon, pourquoi pas apprendre de son erreur, mais en fait t'es pas obligé d'y passer plus de la moitié du film. En fait tu te dis mais du coup il y a une exposition de personnages type les fumeurs de joint, le critique, le machin, puis en fait après ils te disent ah bah non c'est pas eux qui ont le rôle qu'on pensait.
Mais Du coup, après, on les oublie. T'as presque deux films en fait. T'as le film entre presque le duo entre lui et donc Brice Story, merci, j'ai oublié son nom. Et en même temps, t'as toute la vie comme ça de cette petite, c'est quoi, je sais pas comment on appelle ça, une résidence. Ouais, c'est une résidence, mais c'est une résidence en plus aux habitants très particuliers, quoi. Et en fait, je trouve que tu vois, c'est un peu, il essaie de ramener un peu tous les morceaux et ça fonctionne pas en fait. Bah non, complètement pas. Moi, à la limite, le côté dispositif de la résidence, je trouve ça assez sympa. Il y a un côté un peu Hitchcock. Alors, on sait que c'est une grosse influence pour Shyamalan en général. la façon dont même le début, je trouve que la réalisation au début, elle est plutôt pas mal. Même sa réalisation globalement, elle est plutôt efficace. Tu trouves dans ce film-là? Ouais, je trouve dans ce film-là. Je suis étonné. Ouais. Notamment au début, la façon dont il arrive à présenter tous les personnages en fait de la résidence. Je trouve ça assez bien. Moi, j'aime bien le personnage de la fille asiatique avec sa mère. Et tu trouves pas que c'est un peu cliché quand même le côté tiens, je sors, j'étudie pas vraiment et c'est la mère qui parle pas un mot d'anglais. Je trouve que c'est cliché, mais il en fait quelque chose d'assez drôle quand même. Tu vois, même moi, le côté du personnage qui se muscle que d'un bras et sans que tu saches vraiment pourquoi, je trouve que c'est un gag qui fonctionne assez bien. Ça, j'ai trouvé ça assez drôle. Après, le côté, tu vois, par exemple, il y a quand même un défaut aussi, c'est quand il parle à la mère, donc qui parle qu'asiatique, etc., et qui s'enferme dans son salon, bah tu vois juste une scène où t'as Paul Giamatti qui est dans le couloir et qui attend. Et en fait, c'est ça la scène. Et tu regardes la scène et tu vois Paul Giamatti dans le couloir qui attend. Je trouve ça intéressant de voir. Et en fait, c'est pas drôle, c'est rien. Il attend qu'on lui repasse le téléphone. Ça dure 2 minutes. T'es là, genre, mais elles sont utiles ces 2 minutes. Elles apprennent rien. C'est pas drôle, tu vois. Enfin. Je sais pas, je suis complètement passé à côté de cette scène-là où je me disais, mais à quoi elle sert cette scène où c'est pour montrer qu'il arrive pas à communiquer avec la mère. Enfin, j'ai pas trop compris, quoi, mais bon. Mais non, et moi, mon gros problème dans le film, c'est le duo entre. Alors, déjà, je trouve que moi, Bryce Dallas Howard, je la trouve. Vraiment, on dirait elle a une charisme du nitre quoi. Pour qu'on reste dans les comparaisons maritimes. À force de rester dans sa piscine. Putain, mais elle dégage rien du tout quoi. Alors que normalement, ça devrait être le personnage auquel tu t'attaches, qui est fragile. Bah, elle a quand même un physique particulier. Je crois qu'en plus, peut-être je me trompe, mais j'avais l'impression qu'elle clignait quasiment pas des yeux pendant tout le film. Elle a zéro expression donc à un moment donné. Alors après, on peut le dire comme effectivement, du coup, elle paraît un peu inintéressante, ou alors effectivement, elle dégage quelque chose parce que il se passe des choses un peu merveilleuses dans sa présence et qu'elle a quand même un physique assez particulier avec ses yeux très bleus et ses cheveux très roux. Mais effectivement, on peut aussi se dire qu'elle passe un petit peu à côté de son rôle. À voir. Et après, moi, toute cette relation, vraiment, c'était un osef total en fait. Je trouve toute l'histoire. Une fois finalement qu'on me sortait du côté un peu dispositif et j'essayais de comprendre qui était qui dans cette résidence. Après, leur relation à eux deux, j'en avais absolument rien à faire. En fait. Il y a quelque chose de très étonnant dans ce film, c'est qu'effectivement, comme tu l'as un peu dit, je trouve qu'il part très bien. Surtout, il démarre très vite en fait. Mais c'est-à-dire que la première scène où il essaie de tuer, on ne voit pas ce que c'est, peut-être une araignée. Voilà, c'est ça. Puis, non, mais en plus, il trouve la nana de la piscine là, donc Story. Il la trouve, mais genre au bout de 3 minutes dans le film, quoi. Et donc ça va très très vite. Tout de suite, il accepte que c'est une nana qui est une fée qui vient d'un autre monde, mais genre ça c'est à la 4e minute du film. Après, c'est un conte. Tu te dis, ça va aller vite là, c'est bien, ça s'enchaîne, etc. Et après se passe donc 1 heure où il passe son temps à trouver les mauvais personnages pour la suite de l'histoire. Et du coup, tu t'es dit, c'est parti vite. Et en fait, la zone de la durée du conflit, de la période des problèmes à résoudre dans le film pour que ça avance, en fait, elle est immensément longue. Moi, je trouvais ça justement bien, que ça à l'encontre, tu t'attardes sur les personnages, tu prends du temps, peut-être pour toi pour la mauvaise raison, mais je trouvais ça intéressant qu'on passe pas tout de suite à droite à gauche et qu'on s'attarde sur eux. Non, et puis juste dernière aussi, non mais moi je rajoute une couche là-dessus parce que la réalisation, il y a un vrai problème là-dessus, je suis complètement d'accord avec Dim, il y a un côté, j'ai l'impression que les couleurs sont fades, qu'elles sont passées, qu'elles ont disparu avec le temps, peut-être le film il est entièrement gris et pas du tout vu ça, gris et couleur un peu crème et je le trouve laid à mourir, alors que pour moi Incassable par exemple c'est un des films en termes de photographie, de réalisation qui est au top dans mon esprit quoi. Et là tu vois la photographie elle est nullissime. Ton directeur de photo il a travaillé sur des films asiatiques n'empêche. Son nom en tête, mais ça m'a beaucoup étonné de la part de Shyamalan. C'est le même directeur photo de tous ses films. Et alors tu nous disais qu'en plus, en off avant, que c'était peut-être un des films préférés de Shyamalan lui-même. C'est-à-dire que il y tient. Moi j'aime bien mon film. Et juste pour rajouter, je me suis donné un bon rôle. Je sais pas, vous m'aimez pas trop, mais moi, pour moi son pire film c'est le suivant qui est The Happening, Phénomène en français. Phénomène. Là pour moi c'est encore plus problématique.
Ça Merci. fait plaisir. Voilà, il y a des fans. Des fans, merci. Les gens nus qui arrivent. Ils veulent se jeter devant l'écran. C'est très bien. La jeune fille de l'eau, on en a un peu fait le tour. N'hésitez pas à donner votre avis. Vous venez sur marathoncast.fr. Vous pouvez poster des petits commentaires grâce au lien qui vous emmène sur Twitch. Et vous pouvez toujours cliquer sur le bouton pour donner Pipo, il vient de me dire qu'il a aimé Phénomène pour l'argent. Et Pipo a aimé Phénomène. Pipo est un grand fan, pourquoi pas, de Shyamalan. Sin City met un point d'interrogation, mais je ne sais pas. Un point d'interrogation. La question est peut-être passée, on l'a pas vu. Sin City, n'hésite pas à reposer ta question. Ça défile effectivement. On n'a pas le contrôle tout à fait sur les questions. Si on a l'occasion, on te répondra à nouveau. Je propose quand même dans le petit quart d'heure qui nous reste, je crois, 15 minutes, qu'on passe 10 minutes plutôt. D'accord, me fait ton signe. On va aller un peu plus vite sur le dernier film. Ça tombe bien. C'est trop même. C'est pas le meilleur des trois non plus. Ça tombe bien, ils sont tous mauvais. Julien. Non, justement. Qu'est-ce que c'est Miami Vice. C'est Miami Vice. Le chef-d'œuvre Miami Vice de Michael Mann. Non, on a pas mal débattu sur le choix du film en fait pour savoir est-ce qu'il était vraiment détesté par la critique. Donc oui, Rotten Tomatoes lui a mis 46% sur 220 critiques. Alors, on parle de Michael Mann, donc c'est un peu la première faute, on va dire, dans son parcours en termes critiques. Après, on pourra parler du film, mais pour moi, ça reste quand même un chef-d'œuvre. J'en parlerai tout à l'heure. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à l'aimer parce que je sais qu'il y a Harmony Korine, donc le réalisateur. Le mec complètement fou là. Ouais. Ouais, c'est bien de. Ouais. Qui avait fait Spring Breakers, très bon film aussi, qui adore le film. Et Jean-Baptiste Rey aussi, qui est un critique français qui a écrit. Donc vous êtes trois. C'est bien. On peut. Écoutez, on vous salue si vous êtes là à nous regarder à Harmony Korine et Jean-Baptiste Toré. Voilà, bon. Respect. Et donc pour présenter rapidement le film est sorti en 2006. Donc il vient juste après Collateral, on en parlait tout à l'heure. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à Collateral, c'est qu'il utilise la caméra HD, donc la Thomson Viper Film Stream. Je l'ai quand même cité, donc ça donne. Non mais c'est intéressant, intéressant de la citer, qui donne une netteté. Une netteté, c'est alors tu t'es trompé de mot là. Excuse-moi, c'est l'inverse. J'ai pas interrompu les autres quand tu parlais de films merdiques, donc laissez-moi quand même parler d'un chef-d'œuvre. Et notamment pas mal de grains dans les scènes de nuit, ce qui n'est pas du bruit, c'est assez différent. Les gens à l'époque disaient il y a du bruit dans le film, qu'est-ce qu'ils ont foutu avec la HD. C'était un peu l'époque du début de la HD. Donc c'est une adaptation pour le cinéma évidemment en apparence de la série TV Miami Vice. En apparence. Donc elle va reprendre les deux personnages principaux, James Sonny Crockett qui est joué par Colin Farrell, un peu au top de son look badass on va dire. Look José Bové je dirais même. Un peu. Et même dans le jeu d'ailleurs. Et donc Ricardo Rico Tubbs qui est incarné par Jamie Foxx. Donc une série sur laquelle avait travaillé évidemment Michael Mann puisqu'il l'avait produite. Donc le synopsis du film, je vais faire très court en fait. Pas, de toute façon. Non mais c'est une histoire assez alambiquée d'Undercover Cops. Donc des flics qui vont s'infiltrer parmi des trafiquants de drogue en essayant de les faire tomber tout en préservant leur couverture. Alors voilà, moi j'ai pas eu besoin d'halluciner. Non alors après parce que non mais l'histoire elle est quand même pas exceptionnellement bonne. Elle est un peu complexe, il y a des suprémacistes blancs, il y a pas mal de trucs qui se mêlent à ça, mais c'est juste de savoir que c'est deux flics qui s'infiltrent. Oui, c'est une histoire d'infiltration. Voilà, c'est une histoire d'infiltration. Je la cherche encore. Moi. Tu la cherches encore. D'infiltration. Juste pour finir sur la présentation, c'est que le tournage a été assez compliqué parce que Jamie Foxx il se comportait un peu comme une diva, donc il voulait un jet privé pour relier différents points du tournage. Il a forcé Mann à réécrire la fin. Il s'est plaint de la différence de salaire entre lui et Colin Farrell. Faut dire qu'il sortait il avait eu l'Oscar pour Ray. Donc voilà, il avait un peu le melon. Il y a eu des problèmes de drogue de Colin Farrell qui était un petit peu trop dans son rôle, on va dire. Ça se voit. Et il y a eu des catastrophes naturelles puisque à cause des ouragans Katrina et Rita, il y a eu 7 jours de film qui ont été ruinés et qui ont fait augmenter le budget qui est passé à 150 millions. Tu peux rappeler le budget, 150 millions de dollars. 150 millions de dollars. 70 millions, la jeune fille. Alors pour ceux qui n'ont pas vu Miami Vice, c'est donc Miami Vice dont on est en train de parler. Je pense que vraiment maximum, on a l'impression que 10 millions. Peut-être réalisé avec une petite webcam 460p. Et avec des acteurs qui sont pas tellement investis, c'est assez étonnant. Déchire ma feuille de rage. C'est assez étonnant d'avoir. Après, au niveau des commentaires, il y a quand même des fans. Je vois, il y a Stéphane qui dit que visuellement c'était fou. Arthur qui nous dit qu'il y a des plans magnifiques. Voilà, il y a quand même. Il y a quand même des amateurs. Et ça reste un film qui a été. Bad Boys sans le fun, exactement. Stéphane Anne dit oui, c'est bien un HD DVD ça évidemment. Bien sûr, DVD, la grande époque des HD DVD, on les adorait. Non, moi ce que j'adore dans Miami Vice, évidemment, c'est la volonté déjà qu'a Mann d'envoyer complètement bouler la série. C'est-à-dire le côté tape à l'œil, rutilant, années 80 US entre Reagan et MTV. On l'a pas du tout dans la série. Et en fait, il va presque construire le film à l'opposé. Et il n'y a pas du tout de psychologie des personnages, c'est un truc qui l'intéresse pas du tout. Ça, on l'avait remarqué. Il faut remarquer que quand tu vois ce film-là qui sort, tu te dis ça va être une adaptation de la série.
Or, il prend complètement le contre-pied de ça. Il dit ok, vous connaissez les personnages, et moi j'en ai rien à foutre, je vais vous montrer autre chose. Et en fait, il s'intéresse pas du tout à l'intrigue. En fait, non mais ta défense est extrêmement étrange, Julien, pour le moment. Non, voilà, il s'intéresse pas au personnage. C'est pas grave, ni il y a pas l'intrigue. il s'intéresse pas au développement de l'intrigue. En fait, il s'intéresse au postulat de base, c'est-à-dire deux flics qui se font passer pour des truands, et il installe en fait une tension, et il en fait un film assez désincarné. Ah ouais, donc il s'intéresse pas non plus à l'attention. C'est intéressant par rapport à Hit ou Collateral, qui étaient des films vraiment d'une certaine intimité. C'est-à-dire que Hit, c'est un film où tu as une grosse psychologie des personnages. Et là, il va complètement à l'opposé de ça. Et même dans Collateral, où il y avait une Mais est-ce que ça veut dire que c'est une bonne idée d'aller à l'encontre de ce qu'on a fait avant? Moi, je trouve que ça fait un film qui est vraiment une sorte de trip sensoriel et visuel. C'est un film qui a des textures, qui a des couleurs. Que ça soit, tu parlais, je sais pas, quand on en discutait, même en off, moi je trouve que les scènes de nuit, elles sont juste magnifiques. Je pense qu'on n'a jamais vu Miami filmé comme ça. Et quand ils vont à la Havane, dans la scène que tu adores, moi je trouve que la scène du hors-bord où il est caméra à épaule. Est-ce qu'on voilà, alors parce que ça c'est la scène où il va à la Havane. Ouais, dans le hors-bord où il filme caméra à l'épaule. Le gros problème, c'est pas la scène où il va à la Havane, c'est la scène à la Havane. Elle est magnifique hyper longtemps. Et donc pour spoiler un petit peu, on a dit qu'on spoilait, hein, c'est une scène où donc Colin Farrell et avec Gong Li, voilà, Gong Li, se rapprochent et peut-être vont développer des sentiments, en tout cas vont développer une relation physique. Et les scènes c'est Hollywood Night. C'est d'une nullité. Mais pas du tout. Hollywood Night. C'est Hollywood Night, c'est filmé avec le cul, sans déconner. Le mec, si vous pouvez me laisser il n'y a aucune émotion. Non mais juste on dit nous pourquoi on n'a pas aimé. Mais franchement, il n'y a aucune émotion, c'est ringard. Et je déconne pas, on a l'impression d'avoir une sorte de petite musique avec un saxo, comme les films de seins sur M6 dans les années 80. Et franchement, c'est aussi intéressant et aussi mal réalisé. Voilà. Mais non, justement parce qu'ils peuvent pas se dévoiler, puisque en fait ils ont des positions dans l'histoire ils peuvent pas finalement, ils doivent rester froids en fait. Lui il peut pas griller sa couverture, et elle donc elle est on va dire presque la numéro 2 de cette organisation, et donc elle peut pas non plus complètement se griller. Donc il y a ce côté un peu froid, il y a ce côté un peu tension entre les deux. Il n'y a pas une tension sexuelle, mais il y a une tension. Mais non, mais il n'y a pas de tension sexuelle. Toujours cette défense incroyable. Non, mais moi je trouve qu'il y a un côté un peu HK, un peu film HK à la Tsuyark, aussi à la John Woo. Il y a ce côté vraiment où en fait on essaie de te faire un pur objet filmique, et pas du tout un truc où tu vas rentrer dans la psychologie des personnages. Tu vois, t'es pas du tout dans cet esprit-là. T'es vraiment dans l'esprit où et moi je trouve justement la HD ça apporte beaucoup. C'est un film purement pour l'image en fait, enfin pour la beauté des images. C'est ça qui t'a plu, toi. La scène d'ouverture. Et tout à l'heure, je sais plus, je crois que c'était Sin City qui disait ça. Il y a une version director cut et une version cinéma. Et la version cinéma, en fait, elle commence directement dans la boîte sans générique. Parce que la version director cut a un générique où tu vois du poursuite en hors-bord. Et en fait, c'est hallucinant la façon dont il commence la scène dans la boîte de nuit, la façon dont il filme. C'est la meilleure scène du film pour moi, je trouve, la scène du début. Et juste la scène où ils sont tous les deux, parce qu'en fait, c'est deux personnages qui se parlent presque pas dans la série. Dans le film, enfin au contraire de la série. Ni dans la vraie vie. Non, mais oui, du coup. Ouais, mais ça, peut-être que ça se ressent aussi dans le film. Mais je pense qu'il y a ce côté où ils sont chacun dans leur propre solitude. Lui, il a ses problèmes. Après, sa copine se fait enlever. Il y a tout un truc autour de ça. C'est ta vision alors, d'accord. Non, mais c'est ce côté où tu les vois à un moment. Il y a ce plan juste aux sorties de la boîte où en fait tu les vois avec les portables chacun. De poseur, quoi. Non, c'est pas. Je trouve pas que ça soit forcément un film de poseur, mais voilà, moi je trouve que tu vois, en fait, c'est un peu comme si tu prends Hit, mais t'enlèves toute la sève psychologique un peu chiante de Hit quand tu l'as déjà vu 2-3 fois. J'adore Hit, mais voilà, moi j'ai beaucoup de plaisir à revoir en fait Miami Vice, parce que c'est ce côté. On va te faire. Moi, je trouve qu'il y a presque un truc art contemporain dans le film, c'est-à-dire que c'est pur objet filmique. Il cherche pas à faire autre chose, il cherche pas à te faire chier avec de la psychologie. Même l'intrigue, tu peux la suivre, elle est assez intéressante finalement, la façon dont ils échangent. Non, mais dans ce cas-là, pourquoi il a pas fait un espèce de reportage sur Miami Mais il fait un reportage parce que le côté juste, il peut peindre une toile. Le côté HD donne un côté hyper réaliste, presque documentaire en fait. Mais ce grain, ça te sort du film là, cette espèce de grain dégueulasse. Honnêtement, imaginez pour un blockbuster, t'as un blockbuster, c'est Miami Vice, donc une série culte des années 80, et il te sort un film qui est un film presque expérimental en fait. C'est une façon de voir les choses pour nous dire de pas considérer le film comme un film mais comme une expérience. Frauduleux ce que tu dis. Je sais pas. C'est une expérience sensorielle. Du coup, on peut comprendre. Tu vois, par exemple, si tu t'as Mulholland Drive, tu vas te dire c'est une expérience sensorielle. Mais ça a toujours été le cas pour Lynch. En plus, il va virer tout l'humour qu'il y a dans la série. Donc c'est un film. Alors, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de psychologie, mais c'est pas grave, c'est un chef-d'œuvre. Ça se passe de nuit, on comprend rien. Il n'y a pas d'émotion. Mais à un moment, tu peux ressentir un film juste en étant une émotion pure et une émotion
visuel en fait. Bien sûr, Et sensoriel. on troll un petit peu, mais effectivement, je trouve que tu défends le film avec passion, ça se sent. Je vous l'avais dit au début du podcast, au début de l'introduction, il est prêt à la plus grande mauvaise foi pour nous imposer, nous faire croire que c'est un bon film. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas de mauvaise foi. C'est une mauvaise foi absolue que tu es là à essayer de transformer cette bouse en une expérience expérimentale. On rappelle quand même que Michael Mann, après ce film-là, il a quand même connu un peu une descente profonde, c'est-à-dire qu'on n'entend plus tellement parler de lui. Public Enemy, Hacker, qui a pas une très bonne réputation. Michael Mann, qui avait quand même fait Le Dernier des Mohicans, qui avait fait Hit. Suite à Miami Vice, il a un peu disparu de la scène. Je crois que Sin City, il adore tous les films et il dit un truc très à sa passe. Non, il dit c'est un film génial au niveau du montage. Bon, après c'est repassé, mais non, mais après il y a bien sûr des qualités techniques et je dois dire que je dois sauver quand même cette scène d'introduction dans la boîte de nuit que j'ai trouvé très réussie. Moi, c'est pas ça. Mais ça reste un film compliqué. On va, je crois, terminer sur ce film-là, puisqu'on nous avait demandé de couper un petit peu avant finalement pour pouvoir laisser la place. On a encore 2-3 minutes. Attends, parce que Dim n'a pas parlé quand même de... C'est vrai, Miami Vice, Dim, toi t'en as pensé quoi? Moi j'ai jamais été non plus trop client de Michael Mann à part Hit et Collateral. J'ai jamais vu la série d'origine, donc j'ai pas trop d'affect pour les personnages. Ouais. Tout ce que je vois, c'est un peu des gros poseurs qui font du yacht et qui vont en boîte picoler sur du Linkin Park et Jay-Z. J'ai trouvé ça assez ringard. La BO est magnifique, la BO. Au moins, c'est on parlait de mauvais goût avec Chappie, mais est-ce qu'on parle un peu du style vestimentaire de Colin Farrell? C'est chaud quand même. Qui est quand même, ça m'a bien fait rire quoi. Après, j'ai un peu les mêmes reproches pour les deux films de mes camarades. J'ai trouvé que c'était long pour pas grand chose. 2h15. Bien ennuyé pour ces deux films. Les persos sont inexistants, inintéressants. Je parle même pas des persos secondaires de la team de flics là où ça fait pas très team, ouais. Ils traversent le film sans on s'en fiche un peu d'eux. Par contre, ce qui fait plaisir quand même, c'est qu'il y a quand même beaucoup de second rôles qui sont assez connus maintenant. Justin Theroux, John Hawkes, Elisabeth Rodriguez. Je me suis quand même moins ennuyé qu'au ciné, parce que là je pouvais faire des pauses. C'était quand même pas mal. Surtout, comme tu disais, Yahoo, il dure plus de 2 heures. C'était quand même bien quand long. t'as pas d'histoire et pas d'investissement des acteurs, ça peut passer un peu long comme expérience, quoi, justement. Après, on va dire, j'ai quand même aimé les plans aériens où Colin Farrell. Attends, 150 patates, heureusement. Les plans aériens, ils sont magnifiques. Quand je pense à ce film, généralement, le premier truc que j'ai en tête, c'est ces putains de plans aériens. Attendez, vous j'ai l'impression que la réalisation, c'est Olivier Barou, là. Et on part quand même de Michael Mann, quoi. Ça attaque Olivier Barou, là. J'espère qu'il ne regarde pas. Jack Admiral, il est passé. Mais franchement. Moi, si je peux terminer, pour moi, c'est la vacuité absolue, ce film. Il se passe rien. C'est vrai qu'il se passe pas grand-chose. Les personnages sont inintéressants au possible. Comme disait Dim, on s'en fout du tout de la team. On en a rien à faire. Le jeu d'acteur, j'en parle même pas de Colin Farrell, le bourrin en mode José Bové, c'est horrible. Jamie Foxx, il en a rien à battre, il est là, bon, je suis ma star, je m'en fous. Il prenait ses 25 millions. Tu parlais de la scène de douche avec Colin Farrell, mais celle de Jamie Foxx, elle est pas mal aussi. Non, elles sont nulles. C'est horrible. Non, mais c'est catastrophique. C'est tellement dans l'excès en fait sur le truc que c'est pas crédible en fait. Voyez-le, il est à gagner. Il est à gagner sur marathoncast.fr. Pour le coup, je te rejoins pour la BO. Et maintenant, la scène de fin, l'explosion de la copine de Jamie Foxx, elle est risible. T'as vu en termes de réalisation, c'est horrible. C'est Jamie Foxx qui a changé la fin, on le sait. Mais non, par contre, la scène vraiment que j'aimais bien, c'était un peu de tension où il bute le mec pour sauver sa conjointe. Ça, j'aimais bien cette scène de tension. La scène de fin de parade de gunfight, je la trouve moche au possible. Super moche. En fait, on n'arrive pas à voir ce qui se passe parce qu'il y a trop de grains. Moi, j'ai l'impression que les grains, c'était des personnages à l'écran, tu vois. Tellement ils sont gros. C'est là pour dire, j'ai ma scène d'action Miami Vice et hop, on y va, les gars. Ouais, et voilà, on a eu du mal à les défendre ces films, mais en même temps on sent, ce qui m'a plu quand même ce soir, c'est qu'on sent qu'il y a de l'amour dans chacune de vos défenses, quoi. Julien, tu voulais rajouter quelque chose? Il y a un petit hommage de Stéphane à Miami Vice par Keshishi, un petit hommage. C'est pas vrai. Ceux qui nous connaissent quand même. Ça fait plaisir qu'on entende parler de Keshishi ce soir. Merci Stéphane. Voilà, on fait bien sûr des coucous à tous ceux qui nous connaissent et à ceux qui nous découvrent ce soir dans Marathon Cast. On parle aussi de bons films. On parle aussi de bons films dans notre podcast, on parle de divertissement, on parle de jeux vidéo. C'est vrai qu'on peut parler en même temps du portrait de la jeune fille en feu et de Rambo dans le même numéro. Voilà un peu d'habitude de ce à quoi on est confronté. On va vous laisser là-dessus. Je voudrais à nouveau remercier marathoncast.fr sur lequel vous pouvez faire un don. On remercie également l'association Espoir Autisme 94 et bien sûr Dr Nostal à l'origine d'une grande partie de cette organisation incroyable. Faites des dons. Merci encore. Faites des dons. Allez sur marathoncast.fr. Faites des dons. Il faut qu'on dépasse un petit peu ce compteur là qui est à 1143 €. Ça serait bien qu'on soit à 1150 déjà, puis ensuite 1175
Et quand même 2000, ça 2000 serait, direct. Ça serait direct 2000. Mais bon, moi déjà 1200, là, ça serait bien qu'on arrive à faire ça. On vous remercie de nous avoir suivis. Et ça va être tout de suite la suite. Et une suite qui s'annonce intéressante avec un Royal Rumble. Salut à tous. Salut. Salut.